Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous de 20h, Café Mort, ex-Made in France. Donc le concept de l'émission n'a toujours pas changé. Et ce soir, nous allons recevoir un artiste qui engagé, un chanteur à texte. Et oui, ça existe encore des chanteurs à texte, hein, même si c'est pas très business. D'ailleurs, il va nous en parler. Donc ce soir, nous allons accueillir Rachid Dassi. Bonsoir. Bonsoir Rachid, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité surtout. Et oui, c'est le but de l'émission. Mais donc, est-ce que si je vous dis, en termes d'histoire, qui est Rachid Dassi ? Qui est Rachid Dassi ? Alors Rachid Dassi, c'est un jeune issu des Hauts-de-France, parce que maintenant on ne dit plus le Nord, on dit les Hauts-de-France, et plus précisément de Roubaix. Je ne sais pas si tu connais Roubaix. Je connais bien Roubaix. Ouais, Roubaix, c'est la capitale de l'Algérie, c'est Bouira en Algérie. Exactement. Ouais, voilà, donc tu connais bien Roubaix. Et puis voilà, donc c'est un jeune. J'ai grandi, on va dire, j'ai fait toute mon enfance, mon adolescence, jusqu'à près de 30 ans, on va dire, jusqu'à la trentaine, sur Roubaix, enfin entre Roubaix et Tourcoing, avant de rejoindre la capitale. Voilà. Roubaix et Tourcoing, que je connais bien. Alors, donc, toi, quand tu as grandi à Roubaix et Tourcoing, qu'est-ce que tu as fait jusqu'à 30 ans à Roubaix et Tourcoing ? Raconte-nous un peu l'histoire de cet enfant qui a grandi dans les quartiers de Roubaix. Et c'est quoi tes passions ? Qu'est-ce que tu as là dans cette histoire ? Alors, j'ai une histoire un peu singulière peut-être, mais j'ai grandi, j'ai pas grandi en cité, contrairement à beaucoup de mes amis. Mes parents ont toujours acheté des maisons, voilà, j'ai eu cette chance. Mais j'ai d'abord vécu à Tourcoing, toute mon adolescence jusqu'à mes 25 ans presque. J'ai cumulé des tas et des tas de boulots, parce que ça a été vraiment difficile. J'ai eu une scolarité, je ne vais pas dire médiocre, ça va, j'étais plutôt assez bon. Je suis allé jusqu'au BTS, mais après le BTS, c'est impossible de trouver du boulot, du moins qui correspondait à ma qualification. Donc j'ai enchaîné des tas de boulots jusqu'à ce que je me sois retrouvé animateur au bureau information jeunesse de Tourcoing. Et arrivé un moment où l'association s'effondre, le bureau information jeunesse doit être municipalisé, et moi je me retrouve sans boulot, sans rien. Et tu connais le Nord, hein, trouver du boulot c'est super difficile. Donc je me suis dit, c'est peut-être l'occasion pour moi de quitter le Nord. Et je suis parti. Et donc tu es arrivé à Paris, pourquoi faire ? Pour trouver du boulot, simplement, essayer de vivre, quoi. Enfin de survivre en réalité. Je ne sais pas si on peut dire qu'on vit à Paris. Oui, c'est ça. Mais toi, tu es arrivé tout seul, en famille ? Je suis arrivé tout seul. Et puis j'ai été accueilli par un ami d'enfance qui, lui, avait fait le trajet avant moi. Il avait tenté l'expérience avant moi, qui m'a accueilli chez lui parce que, forcément, je suis arrivé ici, pas de boulot, pas de logement. Et j'ai été accueilli donc par un ami chez qui je suis resté quand même 2 ans. Ah, quand même. C'est un bon ami pour rester 2 ans chez lui. Une très belle personne en plus. Un gars de Roubaix, quoi, un gars de chez moi, que j'avais pas vu depuis des années d'ailleurs, mais je savais qu'il était installé à Paris. Que tu peux saluer d'ailleurs. Oui, je le salue, à Mourad, je le salue d'ailleurs au passage. Et puis, j'allais dire, toutes mes expériences à Paris, elles ont été faites que de rencontres après cela. Donc j'ai trouvé un boulot tout de suite en arrivant dans l'éducation spécialisée. J'avais déjà eu une précédente expérience dans l'éducation spécialisée, en fait, après mon poste d'animateur. Et donc j'ai pris un poste à Rosny-sous-Bois. Ça s'est pas très bien passé au sein de cette association, non pas pour moi, mais j'allais dire pour l'association. Et la première expérience à Paris, c'est un petit peu, ça terminait par un bel échec. Donc je suis retourné dans le Nord. Et je suis revenu peut-être 2 ans plus tard en disant, je vais pas abandonner parce que de toute façon, le Nord, c'est mort. Donc j'avais vraiment envie de revenir à Paris, de m'installer. J'y suis revenu et là j'ai enchaîné des tas de boulots d'éducateur. Je me suis dit mais pourquoi pas en faire ma profession, parce que c'était aussi devenu une passion. Donc je me suis professionnalisé, j'ai passé le diplôme et puis là ça fait maintenant une dizaine d'années que je suis en région parisienne où j'ai enchaîné diverses missions. Et depuis 2 ans je suis éducateur en prévention spécialisée. À Vitry ? À Vitry-sur-Seine, oui. Et donc, dans mon département en plus, parce que Rachid Dassi, moi, quand tous les gens qui m'ont parlé de toi, m'ont tous dit fais passer Rachid Dassi, tu verras, c'est un gars super. Moi, j'ai vu les jeux de mots, etc. C'est un gars engagé, c'est un chic type en plus. Voilà. Alors, il y avait beaucoup de qualificatifs. Alors, moi, je me suis dit il vous a payé ou quoi ? C'est pas possible, il vous l'a envoyé. Mais j'ai regardé et j'ai vu qu'effectivement, tu étais aussi un artiste engagé. Tu le dis pas dans ton parcours, tu as un parcours artistique, Rachid.
Ouais, j'ai un parcours artistique. Enfin, je parle jamais trop de mon engagement parce que j'estime que quand on est engagé, voilà, on le fait sciemment. Donc, on n'a pas besoin forcément de le crier sur tous les toits. Et même si, voilà, on peut apprécier les gens qui le font et qui le disent parce qu'on a besoin aussi de l'entendre. Parfois, on a l'impression qu'il y a rien qui se fait, en fait. Hein. Mais engagé, ouais, parce que j'ai des principes. Par mon éducation, j'ai des parents qui étaient aussi des personnes engagées, qui m'ont transmis un petit peu ça. Et voilà. Et puis c'est aussi par ces engagements que j'en suis venu à la musique et que ma musique est ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà. J'essaye d'écrire des textes un petit peu, comme on dit, conscients, même si je fais pas de rap, parce qu'on parle beaucoup de rap conscient, mais voilà, des textes avec une conscience. J'essaye de délivrer des messages. Voilà. Et par la musique, comme je dis, j'essaye de mettre des mots, MOTS, sur des mots, MAUX. Oui, j'avais vu ça. Et tu aimes bien aussi jouer avec les mots sur ton Facebook, sur un peu dans les réseaux sociaux. Et moi, j'aime bien ta modestie et l'humilité, mais le problème, le concept de cette émission, c'est justement de mettre en valeur des gens, pas pour eux, mais pour qu'ils puissent susciter des vocations. Le but, c'est pas de dire je suis beau, tu as raison, c'est pas de se regarder le nombril et de se flageller ou de se flatter. Les deux sont pas bons dans les deux sens. C'est juste d'être dans un juste milieu et de dire voilà, il y a des choses qui sont possibles et d'ouvrir les champs du possible. Et votre expérience et votre parcours étaient en cela intéressant parce que vous êtes un artiste, vous aimez la musique, vous aimez chanter, vous avez une très belle voix, j'ai entendu. Vous allez nous jouer un morceau tout à l'heure. Mais vous n'avez pas percé. C'est quoi le problème, parce qu'il y a quand même... moi, je vois bien tous les artistes engagés percent très peu, ou alors ils sont sur des niches, avec des réseaux qui les poussent derrière, qui les font tourner, mais ils ne tournent pas dans les majors, on ne les voit pas sur les... ils ne sont pas grand public, quoi. Et il y a beaucoup... Ils sont assez boycottés, si je puis dire. Oui, je pense... Enfin, je vais pas jouer victime, mais c'est vrai que... Non, dire la vérité, je subis encore, je ne vais pas dire le boycott, mais... on va dire un petit peu la censure, parce que j'ai des thèmes assez engagés, avec des thèmes aussi assez forts qui sont d'actualité, et qu'on a du mal, j'allais dire, à mettre un petit peu sur la balance, parce que j'ai une chanson par exemple dont le titre est Allahu Akbar, donc un titre assez évocateur, et c'est vrai que cette locution Allahu Akbar, elle a souvent été employée... Elle a tendance à crisper tout le monde. Voilà, elle a tendance à crisper, elle est employée dans des termes un peu péjoratifs, et généralement elle précède, on le prend comme un cri de guerre, elle précède une explosion, alors que ça veut juste dire Dieu est grand. C'est prier, Allahu Akbar. Voilà, les gens, exactement. dès qu'ils se prosternent devant Dieu, ils disent Allahu Akbar, Dieu est grand, ils saluent la grandeur de Dieu. Alors, pour ceux qui le voient comme un cri de guerre, il y en a, ils ne savent pas qu'en vérité, en Chine, sur le milliard d'habitants, il y a 200 millions de musulmans. Chine, uniquement. Hein. Je ne parle pas d'Asie. Il y en a 200 millions. Donc, ils vont en entendre des Allahu Akbar, non ? Ouais, énormément. Et puis, majoritairement en Asie, parce qu'on pense souvent que la majorité des musulmans... Majoritairement en Asie, ouais. La majorité des musulmans sont arabes, alors que pas du tout, sont asiatiques. Ouais, mais c'est pour ça que je vous annonce, c'est 200 millions en Chine. Déjà. Non, mais parce qu'on voit en Arabie Saoudite, c'est 200 millions en Chine. Ouais. C'est surprenant. Ah oui, et il y a un gros business du halal d'ailleurs, c'est devenu un marché, c'est même plus... C'est pour ça que les gens, ils sont en train de... Il va falloir qu'ils changent leur disque dur, non ? Ouais, justement, tu parles de disque dur, je pense que les gens ont une appréciation un petit peu binaire, mais pas seulement de l'islam, ou un petit peu dans tout, voilà, c'est blanc ou noir. On arrive... Et puis on est dans une société où on est obligé de mettre des étiquettes, de mettre des noms sur ce qu'on veut désigner. Et si ça ne rentre pas dans une case, on ne sait pas où mettre ça, et on jette. Alors que non, on devrait soit réinventer des cases, ou n'en faire qu'une seule et mettre tout le monde dedans. Je pense qu'on peut tous vivre ensemble, tous se mélanger sans souci. Et en plus, Rachid, je vous parce que tu as joué avec pas mal de gens, tu as écrit pour beaucoup de gens aussi. Oui, pas forcément des gens connus, j'écris pour des groupes locaux, et puis pour des amis par exemple que je salue, Sorif, voilà, qui sont aussi, voilà, qui a un groupe aussi engagé, qui a un engagement, et pour qui c'est aussi difficile de percer, pourtant font de la musique de qualité. J'ai côtoyé aussi des tas d'artistes, hein. Certains sont assez connus maintenant, et d'autres ont un message qui a beaucoup de mal à passer. Un peu comme moi, comme je te disais, parce qu'on subit un peu la censure, parce qu'on a des engagements, parce que on a un physique aussi. Voilà, j'aurais pu changer mon nom et m'appeler Gilbert d'Acier, par exemple. Mais bon, mon physique me trahit, quoi. Et puis la barbe ? La barbe, voilà, ça a une connotation. La barbe, c'est une connotation, hein. C'est fou, non ? C'est fou, moi je la laisse pousser parce que je trouve ça beau, et en même temps, sans ma barbe, on voit mon double menton. C'est pas très agréable. Tu es en train de me dire que je devrais laisser pousser la barbe, Rachid ? Ça tirait peut-être bien, il faut essayer. Bah oui. Mais voilà, non, mais c'est un style que j'ai adopté, que j'apprécie, puis j'aime bien.
ça me déstresse en même temps. Je passe souvent la main dans la barbe pour me déstresser. Et c'est vrai que c'est une connotation. Mais à l'époque, les philosophes avaient la barbe. Hein. Bah oui, le Père Noël aussi a une barbe. On l'a jamais taxé d'être terroriste. Elle est blanche, c'est juste le brun qui pose problème. C'est clair. Peut-être. Le blond, ça passe, le brun... Mais c'est dommage, je trouve que maintenant, on a dû mettre des connotations sur tout, sur la tenue vestimentaire, sur le port de la barbe. Et voilà. On est toujours en train de chercher, justement, voilà, à coller une étiquette sur quelqu'un, sur quelque chose, sur un nouvel effet de mode. Et puis, parfois, ça peut nous servir, mais moi, ça m'a souvent desservi, malheureusement. C'est dommage parce que vous composez en plus vos chansons. Paroles et musique, Rachid ? Ouais, voilà. J'écris mes chansons, j'écris mes textes, je compose ma musique. J'essaye de l'arranger aussi tout seul. Bon, je travaille aussi avec des musiciens, d'excellents musiciens qui me donnent un coup de main de temps en temps et qui j'essaye de monter sur scène parfois quand le budget le permet. Et puis quand j'ai des scènes assez conséquentes, ce qui est rare. Ouais. Et vous montez en fin de compte sur scène, vous pratiquement bénévolement à chaque fois, non ? C'est vrai que ça m'est souvent arrivé. Voilà. C'est pas des gros cachets que vous avez parce non, que je suis loin des cachets des grosses pointures. En même temps, je suis loin d'être une grande pointure. Mais c'est vrai que c'est difficile parce que dès lors qu'on amène de l'engagement dans ces chansons, les gens ont tendance à croire que t'es un artiste engagé, donc c'est gratuit. C'est gratuit. J'entends souvent le mot fils-abilillah. Encore une expression qui est utilisée à mauvais escient. On connaît ça. Et c'est vrai que c'est difficile, donc j'explique souvent aux programmateurs que oui, quand je viens, je le fais avec plaisir, etc. Mais derrière, moi aussi, j'engage des frais, j'engage du temps, etc. Tout ça, ça a une valeur. Et symboliquement, voilà, j'estime qu'on me rabaisse. À partir du moment où on ne met aucune valeur sur ce que je suis ou ce que je fais, c'est qu'on n'apprécie pas ce que je fais. C'est là où je rejoins, et c'est pour ça que j'ai envie de le dire, et c'est l'occasion peut-être de leur dire aux gens qui nous regardent, quand on va voir les artistes, on leur donne de la force. Quand on va payer pour aller voir des artistes, on leur donne de la force. On est aussi responsable de ce boycott. Parce que comme on ne va pas voir les artistes, on n'accompagne pas les artistes engagés, ou alors on va les voir quand c'est gratuit, quand c'est dans un truc de solidarité, on ne leur donne pas de force non plus. Exactement. Et ce qui nous rend, justement, ce qui nous donne la force et ce qui nous rend après, j'allais dire, productifs, et ce qui fait que on a la niaque, qu'on a envie de monter sur scène, et ce qui nous fait évoluer, c'est ça, c'est le public. Moi, j'ai fait énormément de scènes où j'ai joué déjà pour une personne. Ça m'est arrivé d'être dans une grande salle et avoir juste une seule personne pour public. Ça doit être terrible, non ? C'est hyper frustrant. Bon, je vais jusqu'au bout de ma démarche, mais c'est hyper frustrant de me dire que je me donne autant d'énergie, autant de la peine aussi parfois, parce que c'est difficile, c'est pas un métier facile, loin de là. Et pour essayer de donner, essayer de transmettre des émotions, des messages aux gens, c'est de dire, mince, personne ne m'encourage, personne ne m'écoute. Et à un moment, on se sent un petit peu seul au monde, quoi. Et parallèlement à ça, voilà, sur les réseaux sociaux, tu as vu, j'ai 5000 amis sur Facebook, sans compter toutes les personnes qui suivent, les likes, etc. Donc je me dis, mince, il y a quand même des gens qui m'écoutent, qui me lisent, qui me soutiennent quelque part. Mais qui ne prennent pas il faut prendre... Le problème, c'est soutenir ce que je dis aux gens. C'est bien les likes, c'est bien la vie virtuelle, mais il faut être dans le réel. Moi, je vais vous dire, les gens le savent, quand on va aller manifester pour une dérive policière pour un gamin d'une amie dans le Valas, pour ne pas citer Argentin et tout ça, les mecs te disent, quand ils annoncent sur Facebook qu'ils sont 5000, quand tu arrives sur place, t'es 20, quoi. Ouais. C'est fou ce décalage entre le virtuel et le réel. Ouais. Alors que pourtant, derrière chaque ordinateur, il y a bien un humain. Ben oui. Sur le mec qui appuie sur sa souris, qui clique sur j'aime. J'ai l'impression que c'est des robots. Alors après, il y a ce fameux soutien virtuel, c'est pour dire oui, non, mais je te soutiens. Mais c'est des gens, il y a une grande part de sincérité, mais ils ont peur d'aller au bout de leur engagement. Voilà. Donc nous, on s'engage. On porte une parole, on est les premiers à se faire matraquer parce qu'on est censuré ou moi j'ai déjà reçu des tas de messages d'insultes, etc. Alors que dans mes chansons, je prône la paix. J'ai jamais insulté personne. On va l'écouter tout à l'heure. Mais Rachid, je vais vous poser une question. Vous avez des enfants ? Non. Ah non, pas encore, parce que j'allais vous dire comment on peut... Parce que quand on est on est avec soi-même, mais quand on a des enfants, ça peut aussi, les enfants, comment ils vivent ça, parce que c'est souvent les gens oublient que derrière des artistes, il y a des êtres humains avec des vies de famille, avec des situations parfois plus ou moins complexes, et les gens oublient quand ils attaquent, ou quand ils sortent des choses, ou quand ils essaient de vous faire du mal. Ils oublient que derrière vous êtes quand même une personne, quoi, un être humain, non ? Ouais. Ils oublient qu'il y a une famille derrière, ils oublient aussi qu'au-delà de ça, il y a, même si elle
elle est à peine palpable, mais il y a quand même une médiatisation. Donc, il y a quand même d'autres gens derrière qui vont lire, qui vont voir, et ouais, que ça peut nous affecter. On est humains, tout comme eux. Oui. Alors que le pire, en fait, je pense que le plus blessant, c'est quand tes détracteurs sont les personnes que tu défends. Bah, ça, ouais. Et là, c'est ce qui arrive le plus souvent, malheureusement. Tu connais le proverbe, hein? Ouais. Gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge. Exactement. C'est vraiment... Alors Rachid, j'ai dit tout à l'heure que vous avez été un artiste, que vous étiez auteur-compositeur, et que vous aviez une belle voix. Moi, je trouve qu'effectivement, je vous ai découvert. Hein, donc, je suis comme tout le monde, j'ai découvert, et je vous invite à découvrir. Donc, est-ce que tu pourrais nous jouer un morceau de ta composition, je sais pas, par exemple, Où va le monde, ou de quelque chose qui... Où va le monde, avec plaisir. Voilà, ouais. Parce que c'est comme ça, les gens verront ton engagement et ta sincérité. Avec plaisir. Vu que j'ai ma guitare qui est là. Voilà, il y a la guitare. On est au café, hein, là, même si le décor s'y prête pas encore. J'ai appris à me taire quand les anges se font entendre. Regardez la lumière, laissez la mort me surprendre. J'ai vu des hommes partir, ne jamais revenir. Laisser pleurer des femmes encore, sur des âmes laissées sans corps. J'ai mangé à des tables où il coulait à flot la sueur des coupables qui passent pour des héros. Où va le monde? Il devient fou. À chaque seconde, on crie au loup. Personne ne sait, personne n'entend. Tout le monde se tait, tout le monde prétend. Où va le monde? Il devient fou. À chaque seconde, on crie au loup. Personne ne sait, personne n'entend. Où va le monde? Où va le monde? Une feuille qui se déchire, et c'est la fin d'un empire. Une simple pierre qu'on lance peut nuire à l'existence d'un peuple qui se bat au nom du respect de ses droits. La ilaha illallah. Et pour le reste, chacun pour soi. Que ferait-on pour le pouvoir? Pour posséder quelques hectares, on tuerait presque la terre entière pour des insultes que l'on profère. Où va le monde? Il devient fou. À chaque seconde, on crie au loup. Personne ne sait, personne n'entend. Tout le monde se tait, tout le monde prétend. Où va le monde? Il devient fou. À chaque seconde, on crie au loup. Personne ne sait, personne n'entend. Où va le monde? Où va le monde? Où va le monde? Il devient fou. À chaque seconde, on crie au loup. Personne ne sait, personne n'entend. Tout le monde se tait, tout le monde prétend. Bah, écoute, je suis le seul spectateur sur le plateau, mais en régie, il y en a d'autres hein, qui tout à l'heure disaient bravo. Hein. Donc voilà, on va poser, on va pas, voilà, c'est qu'on n'avait pas mis la guitare. Vraiment, c'est vraiment assez engagé. Hein. Et là, on ne peut pas dire que ça ne l'est pas, en tous les cas. Vous êtes un peu, vous dénoncez un peu ces silences coupables? Ouais, je me dis toujours que j'aimerais bien faire taire ces silences, quoi. Paradoxalement. Ouais. Paradoxalement, ouais. C'est là, un peu cette chanson dénonce tous ces silences coupables qui effectivement... parce que on voit bien aujourd'hui tous ces militants du virtuel qui sont pas dans... Enfin, c'est là où on en revient au même truc du réel, quoi. Parce qu'en réalité, à part dénoncer sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'ils sont quand même bien silencieux dans les faits. Ouais, ils sont silencieux dans les faits. Et justement, parfois, comme on dit, une petite action vaut mieux qu'un grand silence. Je pense, hein, ou même qu'un grand bruit, parce que je
pense qu'il vaut mieux être dans l'action que voilà, d'étaler des choses en disant je vais faire ça, je serai là, etc. Et au final, rien. Voilà. Le problème, ce que vous dites, c'est souvent les gens, quand vous leur dites, moi je le vois bien par rapport à l'espace, quand on leur dit venez, on va militer sur le 17 octobre, d'ailleurs demain c'est le 17 octobre, sur le 8 mai, l'autre 8 mai 45, etc. Les gens vous disent mais qu'est-ce que je peux faire de ma place? Et c'est là où on a envie de leur dire mais chaque pierre compte dans un édifice. Toutes les pierres sont importantes pour que ça tienne. On ne construit pas d'édifice sans assembler des pierres. Donc on est chacun une pierre, mais ensemble, c'est là où comment faire passer ce message à vous qui êtes artiste? Il faut déjà faire prendre conscience aux gens qui ils sont et de quoi ils sont capables. Parce qu'on vit dans une société, depuis des années, on nous a fait croire qu'on était capable de rien, qu'on était juste capable à vivre ensemble, stockés dans une cité et à se tirer les uns les autres dans les pattes. Alors qu'en réalité, on est capable de construire. Mais le problème, c'est que les personnes sont enfermées entre elles dans des zones qui sont ghettoisées et on ne les initie pas à la construction, au développement. Et là-dessus, et vous, comme artiste engagé avec des textes un peu engagés, comme artiste à texte, c'est ce qu'on appelle artiste à texte, on avait des Brassens, on avait des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est les Brel, tout ça, ça n'existe plus. C'est pas. Quel regard vous portez sur la chanson française? Parce que vous dites que vous faites, c'est d'avoir la musique en clair, mais les chansons françaises pour être plus précis. Quel regard vous portez sur la chanson française, Rachid? Moi, j'ai des références comme Cabrel, comme Aznavour, qui est toujours vivant, heureusement, mais aussi ainsi de suite, Brassens, Brel. C'est vraiment des références pour moi. Valérie Lagrange. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui connaissent peu Valérie Lagrange. Qui la connaissent peu. J'ai eu la chance de la voir en duo sur mon album parce que j'ai repris une de ses chansons. Laquelle? Personne n'entend. Ah ouais, personne n'entend. Bah, moi qui est un chef-d'œuvre. C'est pareil. Vous aimez bien vous êtes bien dénoncé ces silences coupables ou c'est. Exactement. Hein? Mais je l'ai reconnu. Je me suis complètement reconnu en elle et en ces textes. J'ai écouté son album il y a des années. Hein. J'avais écouté un de ses albums qui est Les Trottoirs de l'éternité, où quand je suis tombé sur cette chanson, ça a été un choc, vraiment un choc. Et je me suis dit mince. Elle dénonce des tas de choses avec des phrases toutes simples. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Quoi, en fait. Il y a beaucoup de chanteurs qui dénoncent des choses toutes simples, avec des phrases, il y avait Nougaro dans le texte, mais Maxime Le Forestier dénonce beaucoup de choses, mais sauf qu'effectivement, comme c'est un peu plus grand public, on oublie presque le message qu'il essaie de délivrer pour ne garder que les mélodies et... Non? C'est un peu ça, mais quand je me permets, je te tutoie depuis tout à l'heure. Tu peux, moi je te tutoie, je vais le tutoyer. Rachid avec plaisir. Voilà, mais tu parlais du regard que j'ai sur la chanson française. Moi, je trouve que je regrette beaucoup la manière dont elle s'est dénaturée. Voilà. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec toutes les vagues d'immigration, etc., il y a eu des tas de cultures qui ont apporté aussi leur culture musicale. Aujourd'hui, la musique française devient de plus en plus variée, elle se mélange. Par contre, elle s'appauvrit au niveau des textes. De mon époque, même si je ne suis pas super âgé, mais de mon époque, moi j'avais souvenir d'avoir des chanteurs engagés, des balavoines, des mecs qui dénonçaient, qu'on retrouvait sur des plateaux télé face à des politiques, à des journalistes, et qui poussaient des gueulantes parce que rien n'allait dans ce pays, et qui allaient se confronter, on va dire, directement aux décideurs. Et il y avait tout un peuple derrière. Les mecs achetaient, ils achetaient les disques, ils venaient au concert, et puis ils étaient là quand il y avait une manifestation. Tu donnais de la force à ses propos. Voilà, donner de la force à ses propos. Un mec comme Coluche, qui n'est pas chanteur, mais voilà. Je veux dire, le mec qui s'est engagé, ou le Luron, c'est des gens qui sont même allés jusqu'à s'engager en politique et des gens étaient prêts à voter pour eux. Mais tu sais que tu as dit tout à l'heure un truc que je pensais en t'écoutant, je me suis interrompu 2 secondes, mais j'allais te dire, il y a beaucoup de Kabyles qui ont porté la chanson française. Je pense à Mouloudji, Edith Piaf, je ne parle pas des actrices, qui ont porté la chanson française. Hein? Idir aussi. Idir, non mais Idir parce que c'est la chanson truc, mais que les gens ne font pas des fois, Mouloudji, Edith Piaf et d'autres qui ont des origines et qui ont porté cette chanson française. Ouais. Donc il y a un espace pour... Enfin, la chanson française, elle est portée par ceux qui l'aiment. Bah oui. J'ai l'impression que toi, tu aimes ces mots, non? Mais moi j'aime beaucoup la langue française, d'ailleurs j'aime beaucoup jouer avec, comme tu as pu le remarquer. J'ai remarqué, oui. Et je me suis battu aussi justement pour être compris, on va dire, d'un maximum de personnes, parce que je vis en France, je suis né en France, j'ai grandi en France. Je me suis battu pour pouvoir chanter en français et justement casser ce cliché du stéréotype de l'arabe de cité qui fait ou du rap ou du rail. Alors que non, on sait s'exprimer, on sait aimer la langue française, on n'a pas de souci avec ça. Moi je l'aime, j'ai toujours été fan de poésie étant petit. Voilà. J'ai découvert un poème de Jésus Moreau,
qui m'avait fracassé. Et depuis, voilà, j'ai fait que lire de tous les classiques. Je suis épaté quand même, Rachid, par les références que tu as. Ouais. Parce que tu as des références, tu n'as pas les références de Monsieur Tout-le-Monde. Parce que tu viens de parler de Paul Zoulou, tu as parlé de Valérie Lagrange, tu as parlé de gens qui sont quand même chez des initiés, quoi, des gens qui s'intéressent, il faut un peu fouiller. Et est-ce que tu as envie de dire aux gens d'aller un peu en profondeur, d'aller regarder un peu les choses, parce que de rester sur ce qu'on connaît, sur ce qu'on veut nous vendre des majors, c'est pas ça la musique, la chanson française. Bah c'est pas ça, enfin, c'est de l'industrie, c'est un peu comme la cuisine. Si on n'avait pas des grands cuisiniers qui allaient faire le tour du monde, aller creuser pour nous chercher des racines, des épices, enfin qui donnent du goût, et qui réinventent à chaque fois la cuisine, bah, c'est un petit peu pareil dans la musique. Si on va pas creuser, aller voir ce qui se fait ailleurs, aller écouter autre chose que ce que les industries nous proposent, bah, oui, forcément, on va aimer la première ritournelle qui va passer à la radio, hop, on va s'y accrocher, alors que elles ne veulent pas forcément dire grand-chose. Je ne jette pas la pierre aux autres artistes, ou je ne vais pas cracher sur l'industrie du disque. Oui, ça existe. Mais voilà, aujourd'hui, bah, on est pleinement dedans. C'est de l'industrie. Avant, on avait des artistes engagés, on était vraiment dans l'artistique. Et il y avait un grand panel d'artistes, on écoutait toutes sortes de choses. Aujourd'hui... Tu parles de Léo Ferré, par exemple. Voilà, mais moi on pouvait passer d'un Léo Ferré aux Beatles, en passant par, je sais pas, enfin... Mais en plus, ces groupes-là étaient engagés, les Beatles, après on peut être d'accord avec leur combat ou pas, mais c'est quand même des groupes qui dénonçaient des choses, qui avaient des combats, qui s'engageaient facilement sur des causes. Oui, facilement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que avant, on pouvait prendre parti sans être taxé d'être contre l'autre parti. Aujourd'hui, tous les partis s'opposent. Donc dès que tu prends parti, tu es forcément contre les autres, et donc t'insultes forcément les autres. Alors que pas du tout. On peut prendre parti parce que voilà, on estime qu'un parti est peut-être beaucoup plus opprimé que l'autre. Ça ne veut pas dire que nous, on veut opprimer l'autre ou qu'on le mésestime. Pas du tout. C'est un moment, pointer un dysfonctionnement et dire, voilà, vous êtes en train de taper sur ces gens-là qui sont beaucoup plus petits que vous, etc. On peut, voilà, pas forcément mettre les poings sur la table, mais enterrer la hache de guerre, discuter, poser les choses, voilà. On peut se parler sans forcément se tuer. Voilà, sans forcément se tuer. Et puis, à un moment, on ne peut pas reprocher aux gens de prendre parti pour les personnes les plus opprimées. Enfin, c'est totalement humain. Bientôt, on va nous empêcher de prendre parti. D'ailleurs, on le voit bien. Bientôt, on va nous empêcher de penser qu'il faut un État palestinien, il faut que les trucs. C'est-à-dire que les gens voudraient nous empêcher de penser par nous-mêmes. Ben oui. On va nous dire bientôt ce qu'il faut penser. Il y avait le prêt-à-porter, on va voir le prêt-à-penser. Bon, on est dedans, on est dans le prêt-à-consommer déjà, hein, avec les réseaux sociaux, l'industrie de la musique, du cinéma, etc. C'est ça, tenez, mangez ça, c'est bon pour vous. Et nous, on est persuadés que c'est bon, parce que, je vais être un peu vulgaire, excuse-moi, mais on a tellement été habitués à manger de la merde qu'aujourd'hui, on pense que la merde, c'est bon, alors que ça n'a pas de goût. Mais on nous a habitués à ça. Mais allez découvrir autre chose. Et même si vous ne l'aimez pas, au moins vous aurez goûté, vous aurez connu autre chose. Et moi, ça a toujours été ma devise. Moi, j'ai toujours été un grand curieux. C'est pour ça, quand tu dis que j'ai des références un peu... Des fois, on me dit même que j'ai des références bizarres. Parce que... Oui, pour les gens, c'est bizarre. Pour les gens, c'est bizarre. Ils ne sont pas initiés, oui. Alors que moi, par exemple, YouTube, pour moi, ça a été une ouverture sur le monde énorme. Fabuleuse. Mais fabuleuse. Et pour moi, c'est ça. Je l'utilise vraiment comme ça. Ça m'a permis, de pouvoir, avant de pouvoir voyager, vraiment de monter dans l'avion, de pouvoir voyager, aller voir ce qui se passe un peu dans d'autres pays, découvrir d'autres paysages, mais au niveau musical aussi, aller découvrir des artistes qui sont encore inconnus du grand public, dont moi je suis fan, et puis en même temps voilà, je peux m'en inspirer, et je trouve ça dommage d'avoir des plateformes comme ça qui nous ouvrent sur le monde et de nous fermer à ce que nous donne l'industrie là ici. Alors, l'émission touche à sa fin, Rachid. Est-ce que tu as envie de conclure avec un message à nous délivrer en musique, ou est-ce que tu veux le délivrer en live, comme tu veux, choisi? Je sais pas. Moi, ce que je fais le mieux, c'est la chanson. Alors, vas-y, le final, on a le final en chanson. Alors, délivre le message en musique, puisque c'est ce que tu aimes le mieux. Oui, c'est ce que je préfère. Et puis, vu qu'ici, je ne subis pas la censure. Merci. J'ai envie de t'interpréter. C'est une émission, nous ne censurons personne. Je suis pour la liberté d'expression, mais pas à la géométrie variable, la véritable liberté d'expression. Soit on l'accepte, soit on ne l'accepte pas. On peut ne pas être d'accord. On peut dire aux gens qu'on est d'accord ou pas d'accord, mais en tous les cas, on doit permettre aux gens de s'exprimer. Et il y avait des gens qui avaient dit, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je vais me battre pour que tu puisses le dire. Et moi, je me battrai toujours pour que les gens puissent dire ce qu'ils ont envie de dire. Merci. Je vais vous interpréter une chanson, la fameuse Allahu Akbar. Alors allons-y, ouais. Comme ça, les gens vont la découvrir. Celle qui fait polémique.
La loi du silence a fait place sur le visage des enfants de la guerre. Le sang coule et le temps passe, rien ne se fait pour que cesse la misère. Il pleut sur le visage des femmes, le désarroi d'un cauchemar sans fin. Au son des bombes sous le macadam se creusent les tombes des enfants d'Adam. Mais je n'ai aucun pouvoir face au crime, à la folie des hommes. Mais je crois et je garde espoir. Prions pour que change le temps. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Des âmes s'envolent chaque jour à l'allure d'étoiles filantes. J'entends au loin les appels au secours de mères et de filles innocentes. Le drapeau couleur de l'espérance flotte au-dessus d'un nuage de poussière, attendant le jour de la délivrance et que Dieu exauce ses prières. Mais seul je ne peux rien face au crime, à la folie des hommes. Ensemble, tendons-nous la main, prions pour que change le temps. Allahu Akbar, 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 Écoute, merci. En tous les cas, je vois pas ce qui peut faire polémique dans cette chanson parce que je trouve que c'est une belle chanson de paix. Que enfin des gens parlent de l'islam ou apportent cet islam de paix qui c'est d'ailleurs le lot de toutes les religions. Les extrémistes, c'est des minorités, quelle que soit la religion. D'ailleurs, c'est pas propre à l'islam. Je trouve que c'était bien de le dire et d'essayer de changer dans les mentalités parce que je trouve que toi aussi ton rôle, c'est un peu de changer les regards, de laver les yeux. Ouais, enfin, je me donne pas cette prétention, mais c'est un petit peu ça. Je prends les choses un petit peu à contre-courant. Et justement, ouais, peut-être pour faire ouvrir les yeux, mais surtout pour ouvrir les oreilles. Parce que je pense et les esprits. Et les esprits, oui, parce que je pense que la paix ne viendra que du dialogue. Tout à fait. Il ne peut pas y avoir de paix sans dialogue. Exactement. Et donc et dialoguer, c'est pas tout seul. Avec ses idées, c'est aussi avec écouter les autres. Exactement. Et essayer de se convaincre les uns les autres que ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous divise. En tous les cas, sur ces bonnes paroles, merci d'être venu, Rachid. Merci à toi. Et j'espère que les gens vont venir te voir et t'accompagner. En tous les cas, nous, on essaiera d'être présents chaque fois que tu auras besoin. Eh bien, nous, on va se quitter.
Et on se retrouve bientôt d'ailleurs dans votre émission Café Mort. Merci de nous suivre. Bonsoir à toutes et à tous. Restez sur Beurre FM TV. À la semaine prochaine.